страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Canal Pourpre, on est très heureux de vous recevoir pour cette campagne des législatives 2022. Je vais juste en introduction rappeler un petit peu le contexte. On a invité tous les candidats pour cet échange, cette discussion. Alors, deux candidats contactés par différents canaux n'ont pas répondu, c'est monsieur Aurélien Delfour pour les Républicains et Serge Muller pour le Rassemblement National. Trois candidats ne pouvaient pas être présents, ils ont répondu quand même. Madame Legros pour le mouvement de la ruralité, Nathalie Balleran pour Reconquête et Cédric Hullian pour la préfecture a mis écologiste, mais je crois que c'est le parti animaliste. Et Madame Roux, il y avait l'accord de principe et elle vient de nous faire la bonne surprise d'être présente pour la NUPES. Je vous propose très rapidement de faire un petit tour de présentation parce que peut-être que certains d'entre les téléspectateurs qui vont regarder ne vous connaissent pas tous. On va pas faire un tour de table pour avoir un CV, hein. Je vais vous présenter de façon assez rapide. Jonathan, donc Almos-Nino, vous êtes prof d'histoire-géographie, vous vous présentez pour Lutte ouvrière et vous avez la particularité, peut-être qu'on en reparlera, d'enseigner en région parisienne. Christophe Catus, alors qu'est-ce que je dis? Dissident socialiste, socialiste dissident? Divers gauche ou... Divers gauche. Oui. Ok. Oui. Que les Bergeracois connaissent un peu parce qu'il a eu des mandats d'élus. Il a aussi été suppléant d'une ancienne députée du Bergeracois, Brigitte Allain, si je ne fais pas d'erreur, plus d'autres mandats. On ne va pas faire toute la liste. Le député sortant, on le voit, bonjour. C'est le seul qui a la cravate, Michel Delpont. C'est encore retraité à l'Assemblée. Donc député sortant pour la majorité présidentielle, donc c'est Ensemble, c'est ça? Ensemble. République en marche. La République. Le groupe Ensemble. La République en marche. Donc Michel Roux pour, on dit la NUPES. Oui. Je ne sais pas comment... Pensez à prendre le micro quand vous parlez. Voilà. Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Très bien. Et au sein de la NUPES, vous êtes plutôt... vous êtes encarté Moi, je viens de la France Insoumise. La France Insoumise. Et vous êtes, si je ne fais pas trop d'erreurs et vous m'arrêterez, agricultrice. Oui, je suis paysanne, oui. Paysanne, voilà. Retraitée, quand même. Retraitée paysanne. Et puis, à l'extrême droite, monsieur Prats, Hervé Prats, vous avez été étiqueté par la préfecture souverainiste. Oui, j'ai découvert cette nouvelle rubrique, DSV, droite souverainiste. J'aurais aimé qu'il y ait une rubrique non catégoriée. Bon, pourquoi pas celle-là? Je suis pas sûr qu'elle convienne tout à fait, on en reparlera peut-être. Très bien. Écoutez, on va démarrer tout de suite. On va prendre différents thèmes. Je vous propose, on va pas... Vous prenez la parole comme vous voulez, vous pouvez intervenir quand quelqu'un prend la parole. Il ne s'agit pas de faire 5 minutes, il n'y a pas de compte de délimitation de temps, donc n'hésitez pas. Le premier thème qu'on voudrait aborder, c'est Gilles peut-être qui va l'entamer, c'est cette fichue élection législative. Fichue élection législative qui, dans un moment où l'abstention est quand même le premier parti de France, interroge sur la vitalité, mais aussi les pratiques démocratiques. Merci mon président. Ici on est comme à la République en marche, le président a toujours raison. Oui, c'est l'histoire des élections, comme tu dis, moi je constate que c'est comme les élections en général, on a 5 candidats sur 10, c'est-à-dire la moitié, donc c'est pas mal, et il y a la moitié des Français qui ne votent pas, enfin les électeurs qui ne votent pas, et l'autre moitié vote. Donc c'est vachement représentatif comme plateau. Donc voilà. On commence par qui? Comment président, toi qui sais tout. C'est vous qui démarrez par rapport à cette question. Je vais prendre le micro, on va se partager le micro. Voilà, donc cette question en fait qui
qui vient, c'est beaucoup de candidats ou de militants disent il faut absolument qu'on essaye de reconquérir cet électorat qui ne vote pas. Mais est-ce que l'abstention, c'est pas aussi un bon signe, entre guillemets, un bon signe dans le sens où peut-être qu'une partie des citoyens ne se reconnaissent plus ou ne se retrouvent plus dans certaines pratiques démocratiques. Et vous, en tant que candidat aux législatives, qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à vous présenter et est-ce que vous pensez que l'élection est un bon outil pour la pratique démocratique ? Allez-y. Moi, je veux bien m'exprimer. Moi, je pense que l'abstention n'est pas un bon signe. C'est un mauvais signe. Hein. Ça signifie que les électeurs, les citoyens, ils trouvent que la politique, ils en ont marre. Et peut-être que le fait que notre député sortant soit très absent à l'Assemblée, ça ne les incite pas à voter. Donc, si moi je suis élue, je serai très présente à l'Assemblée. D'autre part, si les gens ne votent pas, il faut qu'ils sachent que ce qui va sortir, c'est ce avec quoi ils sont d'accord. En fait, ils n'ont pas donné leur avis et pourtant, oui, par exemple, admettons, ils veulent que je sois élu, ils s'abstiennent et c'est quelqu'un d'autre qui est élu, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le résultat final. Voilà, donc c'est quand même important de voter. Pour moi, c'est très très important de voter. On a eu le droit de vote il n'y a pas longtemps, les femmes. Avec le jeu démocratique, enfin avec le jeu des élections. Oui. Qui n'est pas un jeu démocratique, mais pas ça. Oui, qui pas. Mais vous voulez dire que même les abstentionnistes jouent le jeu, c'est ça ? Mais c'est que les abstentionnistes, ils ne disent pas pour qui ils votent, mais cependant, comme ils n'ont pas voté, ils doivent être d'accord avec ce qui arrive à la fin. Et donc, bien qu'ils n'aient pas donné leur avis, et c'est dommage pour eux. On nous a appris, nous les femmes, on a eu le droit de vote en France longtemps après les hommes, et pour nous, c'est encore important d'aller voter. Michel Delpont, vous devez peut-être réagir puisque vous avez été assez rapidement remis en cause sur votre... Je souhaite me représenter parce que mandat de 5 ans c'est assez court et en fait on a été empêché aussi par 2 années de crise sanitaire avec le Covid. Et par ailleurs, je suis tout à fait présent à l'Assemblée puisque je suis 3 jours par semaine, et sachant que le vendredi ici, je le consacre souvent à visiter les entreprises. Et donc l'Assemblée, il faut savoir que la fonction a évolué. On n'est plus maire et député, on est député tout simplement à 100%. Et il y a des groupes d'études et des groupes de travail dans lesquels on est engagé. Et ça a été en fait mon travail de travailler, de participer à de nombreux groupes de travail. Et j'ai remis un rapport au président de la République sur l'hydrogène qui a eu effectivement son effet puisque le budget de 10 milliards d'euros a été débloqué in fine et c'est grâce à moi, ça restera historique à l'Assemblée. Par ailleurs, par rapport à la démocratie... Vous parlez de rapport à... Un rapport sur la transition énergétique. Mais à l'Assemblée ou au président ? Non, au président de la République, à l'Élysée. Comme c'est marqué aucun rapport... Non, ce n'est pas marqué du tout. Ça a été remis au président de la République à l'Élysée, exactement. Et effectivement, c'est cela qui a permis de débloquer dans le plan de relance un budget de 10 milliards d'euros. Alors on en reparlera peut-être dans une autre... alors je vais peut-être terminer sur la démocratie. Voilà. Il y a aussi peut-être, bien sûr que l'élection est importante, c'est le jeu démocratique, mais il faut peut-être aussi réfléchir, pourquoi pas un vote obligatoire comme dans certains pays, comme en Belgique, en Suisse, trouver une nouvelle formule de vote sans pour autant émettre une partie de proportionnelle peut-être. Voilà. Proportionnel et éventuellement le rendre le vote obligatoire. Le vote obligatoire, ça existe déjà dans certains pays. Avec une contrepartie d'une amende pour ceux qui ne votent pas ou... Ça, c'est à légiférer. Parce que si on le rend obligatoire sans contrepartie, c'est un peu compliqué. Il faut l'étudier. D'accord. Ok. Comme vous voulez. Allez-y. Ah, j'avais pas vu. Non, mais moi je pense qu'il y a tout un tas de raisons aujourd'hui de ne pas aller voter. Les travailleurs, les chômeurs, c'est les premiers abstentionnistes en France parce qu'ils ont été dégoûtés depuis des années, des décennies par les politiques réciproques de la gauche, de la droite. Alors après, on a la fusion des deux avec La République En Marche, mais donc il y a eu un dégoût qui s'est fait et moi je pense qu'ils ont tout un tas de raisons de ne pas le faire, de plus aller voter. Après, ne plus aller voter, c'est rien dire. Moi je dirais pas que c'est une façon de propulser le premier au pouvoir. Moi, j'ai pas voté quand c'était Macron contre Le Pen 2 fois. J'ai pas voté quand c'était Hollande contre Sarkozy 1 fois. Et moi, je pense que dans les élections, oui, il y a beaucoup de gens dans les milieux populaires qui se rendent compte à quel point ils se font avoir.
Et les promesses, ils en ont soupé. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit votez, et tous les candidats continuent de le faire. Hein. Votez pour moi, on vous protégera avec La République En Marche. Votez pour moi. Vous êtes candidat. Je vais le dire. Votez pour moi, je vais changer votre vie, que ce soit à gauche, que ce soit à l'extrême droite. Du coup, il y a tout un tas de travailleurs et des gens des classes populaires, ils en ont soupé et ils vont plus voter. Alors moi, je pense qu'il faut quand même aller voter pour faire entendre notre colère. Et moi, je pense que ce qui changera notre sort, à nous les travailleurs, c'est quand il y aura des explosions sociales. En ce moment, on parle de l'inflation beaucoup. On va en parler. Mais l'inflation, moi, je tiens à rappeler que ce n'est pas un programme électoral qui a fait que les salaires, ils ont augmenté en mai 68. C'est 10 millions de grévistes. Et moi, je présente un programme de lutte pour le monde du travail et pas des belles promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Un catalogue de Père Noël. Mais vous vous présentez alors que vous semblez dire que le pouvoir passe plutôt par la rue. C'est pas paradoxal ? Alors moi, je pense que le pouvoir, il passe... Ceux qui l'ont aujourd'hui, c'est pas la rue. Parce que la rue, Mais vous parlez de 68, les grèves, on peut parler de 36. Les manifestations, elles sont peu présentes. Même si... C'est rigolo en ce moment. On nous dit on sera les opposants numéro 1 à La République En Marche, que ce soit l'extrême droite, que ce soit le NUPES. Mais qu'est-ce qui a fait peur au pouvoir de Macron pendant 5 ans ? C'est pas 15, 20, 30 députés de l'opposition. C'est les gilets jaunes et la grève des retraites. Et moi, c'est ça que je pense qu'il faut préparer. Et je me présente pour le dire que notre salut, il viendra des luttes collectives et que le monde du travail, il faut qu'il s'organise et déjà qu'il s'organise autour d'un programme de lutte que je défends dans ces élections. Bien, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Peut-être Christophe Catus et après M. Prats. Oui, déjà l'abstention, effectivement, il faut lutter contre. Et je crois que la meilleure façon de lutter contre, c'est d'agir sur le quotidien de nos concitoyens. Et ça, je pense que c'est un important justement des réponses démocratiques qu'on pourra lutter contre l'abstention. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait le député sortant, nous, effectivement, les Bergeracois, j'ai le sentiment que les Bergeracois souhaitent un député 100%, mais un député 100% à Paris et un député 100% sur le territoire. Que je fais. Voilà. Et ensuite, je pense qu'effectivement, comme disait Pierre Mendès France, la démocratie doit reposer sur ces deux jambes. Sur la démocratie représentative, mais aussi sur la démocratie participative. Et donc, il s'agit pour nous de trouver une interaction permanente entre les élus et les citoyens. Et ça, il y a vraiment de nouveaux cadres à trouver pour permettre ce dialogue permanent, de façon à ce que la société puisse aussi respirer aussi et qu'il puisse donner son avis. Et bien entendu, ensuite, c'est l'élu qui tranche. Hein. Moi, je ne suis pas pour la révocation des élus. C'est un point de différence entre nous. Mais il faut quand même des espaces de concertation, des espaces de dialogue entre la politique et les citoyens. Et ça devient quelque chose d'impérieux aujourd'hui. Ok, il y a plein de pistes et plein de questions qui émergent, mais Monsieur Prats, première réaction, pourquoi vous présentez et qu'est-ce que vous pensez de cette question sur... Je me présente, je dois le dire, la politique m'a toujours intéressé, mais m'engager en politique, m'investir, ne me passionnait pas. Je suis profondément français. Quand je dis français, j'entends par les traditions, la culture, notre langue, notre histoire. 2000 ans, je pense, à peu près, ont permis de constituer notre pays. Et je crois que là, il ne faut pas dire n'importe quoi sur l'histoire de France et sur la tradition française, c'est pas de 2000 ans. Enfin, si on remonte à... Vous semblez être nostalgique d'une histoire qui serait construite... Non, mais c'est un passé qui me paraît un peu rance d'une identité qui serait construite sans les vagues migratoires, c'est étrange cette vision très identitaire. Non ? Non, mais là vous parlez de 2000 ans d'histoire, vous la commencez quand cette histoire de France ? Je vais relativiser mon propos. D'accord. Donc, cette histoire de France qui est la nôtre depuis plusieurs siècles, si je peux me permettre. Allez-y. Plusieurs siècles. Et cette histoire de France, donc depuis plusieurs siècles, si on a un consensus là-dessus, me paraît aujourd'hui en quelques décennies complètement dénaturée. On la délite tous les jours et ça me peine. C'est pourquoi je me suis dit que je me devais cet engagement pour la France, mon pays, le nôtre. Et donc c'est un engagement que j'appelle un devoir, et pourquoi pas une mission. Alors il y a des choses qui me passionnent, j'en ai dit une partie, je pourrais poursuivre tout à l'heure, et notamment la démocratie. Je me suis permis quelques rencontres politiques que j'ai intitulées conférences sur la démocratie en 2 mots, et cratie avec 2 S, crasse. Parce que malheureusement je trouve qu'on en est rendu là, et notre petit débat en est une représentation
Vous l'avez dit, on a un temps de parole qui n'est pas compté, qui est équitable, et félicitations. Car les Français ne savent pas, mais en fait, le temps de parole dans les médias officiels, qui ont plus de poids, est légitimé par un poids politique. Donc quelqu'un qui démarre n'a pas à être connu, il est quantité négligeable, et je viens de l'apprendre avec stupeur. Donc on ne s'étonnera pas, à la limite, notre présence ici est quasiment illégitime, puisque plus de 50%, vous l'avez dit, des Français ne votent plus aux élections législatives. En France, il y a 4 pouvoirs principaux. Le premier, c'est le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale. Le deuxième, le gouvernement, n'est que l'exécutif des lois votées par l'Assemblée. Les Français ne le savent pas, on ne le leur dit pas, alors qu'en principe, c'est les députés qui font le pays. Donc le vote blanc n'est pas reconnu. Je comprends que nombre de Français ne votent plus. Rendre le vote obligatoire, je trouve que bien des choses déjà sont obligatoires, c'est peut-être pas nécessaire. Si on les intéresse, ça sera beaucoup mieux. Juste un truc, ça m'intéresse ce que vous dites là sur le vote blanc. Il faudrait préciser, le vote blanc et les nuls sont parfaitement reconnus, comme l'abstention, parfaitement reconnus. Simplement, ils ne sont pas comptés comme exprimés. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Donc, sans jouer sur les mots, il y a les votes blancs qui sont enregistrés, mais qui ne sont pas comptabilisés. Comme exprimés. Et comme exprimés, et de ce fait, nuls et non avenus. Donc, plus de 50% des Français ne votent plus. Je me demande comment on peut considérer que dans ce contexte, l'Assemblée nationale est encore légitime. Bien, une question très simple qui me vient à l'esprit. Que pensez-vous de la proposition du président qui a émergé hier d'un Conseil national de la rénovation, de la refondation, pardon, de la refondation, étrangement attelé, je vais finir ma question, oui, étrangement attelé à un héritage sur le Conseil national de la résistance qui me paraît quand même limite, mais ça c'est mon avis. Alors à vous, alors il y a eu Christophe, après Madame Roux et après Monsieur Delpont dans l'ordre. Non, Christophe avait levé la main avant. Non, quelques mots juste. Il faut qu'un président de la République doit être sérieux sur tous les plans. Et je trouve que là, effectivement, utiliser le Conseil national de la résistance comme fonds de commerce pour intituler son projet de Conseil national. Parce qu'il y a un clin d'œil. Oui, et puis établir une confusion là, je trouve ça déplorable. Nous ne sommes pas à la même époque. Le Conseil national de la résistance est un pilier de notre pacte républicain. Et c'est eux qui ont eu le courage et qui ont eu la projection, la perspective de rénover notre société et de l'ancrer dans la modernité. Et faire un parallèle aussi rapide entre ces deux dénominations, je trouve que voilà, c'est pas terrible. Au-delà de la captation mémorielle, sur les objectifs. Oui, mais déjà, rien que la captation mémorielle, je trouve que déjà là-dessus, voilà, c'est pas terrible. Madame Roux, Monsieur Delpont. Oui, donc M. Macron nous a beaucoup habitués à des tours de passe-passe, la magie, etc. Il utilise des mots qui sont utilisés par d'autres et qui ont l'air de marcher, donc il les réutilise. Le Conseil, le nouveau, il existe actuellement. Pardon. Actuellement, il existe le CNNR, le comité des nouvelles résistances, national des nouvelles résistances, donc ça marche bien, les gens se réunissent, donc il a utilisé. Il a fait la même chose tout à fait au début de son mandat, qui m'avait fait presque douter, je me dis tiens, on dirait qu'il est de gauche, mais c'est juste la peau de perlimpinpin, c'est-à-dire il a fait les états généraux de l'alimentation, moi je suis paysanne, je suis montée, écoutez ces états généraux, et donc franchement, il m'est arrivé d'avoir le compte-rendu de la réunion à laquelle j'assistais sur mon bureau avant la réunion, donc c'est assez étonnant, donc il a fait le grand débat, c'était la même chose, on pouvait dire que ce qu'il voulait qu'on dise. Et donc, il nous fait croire, à chaque fois, il sort un truc de son chapeau. Bon, si on aime aller au cirque, on peut l'écouter, mais sinon, c'est pas la peine de l'écouter. La loi Egalim, qui est sortie des États généraux de l'alimentation, elle a été votée, mais pas appliquée parce que l'agro-industrie et la grande distribution ne le voulaient pas. C'était donner un revenu digne aux paysans. Donc, elle n'est toujours pas appliquée, ça fait 5 ans. Donc, il peut toujours nous sortir des trucs de son chapeau. On n'y croit plus du tout. Même la dose de proportionnelle qu'il proposerait. Mais de toute façon, il peut proposer n'importe quoi. Il se dit, tiens, peut-être ça marchera, ça marchera. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il s'en aille, parce que ce qu'il propose, c'est nul. Donc c'est tout. Bon, au moins c'est clair, Monsieur Delpont. Sur la loi Egalim, c'est faux, parce que la loi Egalim a été appliquée, a été votée et a été respectée. Non, elle n'a pas été appliquée. Je peux vous dire qu'elle n'a pas été appliquée. S'il vous plaît, le seuil de revente à perdre, le taux de promotion, ça a été appliqué, et on a même voté une loi Egalim 2 qui est en cours d'application, et on en verra les effets dans quelques mois. Je reviens sur le Conseil national de la refondation. Ce mot a un double sens, c'est que
le président Macron avait déjà lancé précédemment la notion de réindustrialisation de la France, de souveraineté énergétique de la France et de l'Europe, de souveraineté économique et de relocalisation. C'est dans ce sens qu'il faut voir la refondation. Et en même temps, on est en situation, vous le savez, de guerre avec la Russie, qui pose de gros problèmes d'approvisionnement dans certaines denrées, mais en général, d'où les problèmes d'inflation que nous maîtrisons par ailleurs, parce que nous avons mis en place un bouclier tarifaire et qui est important, que les autres pays n'ont pas mis en place. Et je voudrais rajouter que je fais partie de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN également, et j'ai été dernièrement à la dernière réunion de l'OTAN, où vraiment tous les pays d'Europe, les 30 pays de l'OTAN étaient présents, et il y a une vraie situation de guerre vis-à-vis de la Russie, et là, les différents pays s'organisent maintenant pour effectivement imaginer une nouvelle économie par rapport à l'Ukraine, et des pays comme la Suède et la Finlande et le Danemark ont demandé à rentrer dans l'OTAN. Mais moi, c'était sur la refondation d'un point de vue démocratique. Et après, je vous laisserai la parole. Il n'y a pas que démocratique, je dis ça à plusieurs sens. D'accord. Vous vouliez prendre la parole ? Non, mais sur cette refondation, c'est complètement bidon. Le programme d'Emmanuel Macron, il promet la guerre aux classes populaires et aux travailleurs. Bon, moi, je suis convaincu que la guerre, elle va être à sens unique de leur point de vue et qu'il faut que nous, on se défende, nous, le monde du travail. Et moi, ça me fait penser à la convention bidon après les Gilets jaunes, la convention écologique et citoyenne, je crois, où il y a eu tout un tas de petites mesures, où on prend des citoyens au hasard. Bon, les lobbies, ils étaient bien présents dans les couloirs de cette convention, et il y a eu tout un truc autour de ça, mais qui a accouché d'une souris, et ça n'a rien donné, et on reparlera de l'écologie, mais en fait là, la retraite à 65 ans, il n'y a rien à discuter. La retraite à 65 ans, c'est un projet, pas pour faire travailler les anciens plus longtemps, c'est un projet pour appauvrir les retraités. Parce que ça fait déjà des dizaines d'années où les retraites, quels que soient les gouvernements socialistes, les gouvernements de droite, et maintenant la République en marche, ils augmentent les annuités, ils augmentent l'âge de départ à retraite, mais les ouvriers, ils partent pas plus tard. Les ouvriers, ils partent à 59, 60 ans. Ceux qui sont en train de perdre leur boulot là, aux menuiseries Grégoire et qui ont 55 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont attendre leur retraite, qui sera à 65 ans, 67 ans, et avec des retraites à combien ? 600, 700 euros par mois. Et moi, je pense que le gouvernement actuel, Emmanuel Macron, ils ont promis un programme de lutte contre les travailleurs, et les travailleurs, il faut qu'on se prépare à se battre, et toutes ces conventions, etc., c'est de la poudre aux yeux. Ok, là vous avez parlé du monde du travail et des retraites, mais moi j'en reviens toujours à cette proposition. Enfin, peut-être, je sais pas, il y a l'idée de la proportionnelle, ou alors vous êtes satisfait de la façon dont la démocratie fonctionne aujourd'hui, ou est-ce que vous auriez des propositions ? Peut-être qu'on peut faire le tour chacun d'entre vous, on va peut-être commencer par vous. Quelle proposition Lutte ouvrière proposerait pour améliorer la démocratie ? Ou alors peut-être que ça vous satisfait ? Je ne sais pas. Absolument pas. Moi, je pense que ceux qui dirigent réellement, ce ne sont pas les politiciens, encore moins les députés. De Gaulle, qui a quand même créé cette 5e République, il les appelait des godillots. Donc, moi, je pense que la vraie politique, elle ne se passe pas dans les institutions de cette République. La vraie politique, c'est quand on se battra pour nos droits. Je pense que la fois où il y a eu tout un tas de gens qui s'abstiennent, qui se sont mobilisés pendant les Gilets jaunes, c'est ça la politique. Et c'est ça qui change notre vie. Et moi, mon modèle de régime, c'est la Commune de Paris. Alors oui, les députés, ils étaient révocables à tout moment. Mais ce n'était pas une loi qu'avaient fait les communards. C'est parce que la population, elle était organisée, elle était armée, et elle se défendait contre le pouvoir des riches qui étaient à Versailles. Et c'est ça, moi, mon modèle. Donc on pulvérise la 5e République. Moi, je suis pour pulvériser le capitalisme. D'accord. Donc, bien sûr que cette République, elle ne me correspond absolument pas. Et quand on voit un candidat dont je pense que vous êtes proche, comme Zemmour, qui est capable du jour au lendemain de construire un parti parce qu'il a derrière lui un Bolloré, on voit qui a le vrai pouvoir. Le pouvoir, il est dans le CAC 40 et dans ces grandes familles bourgeoises qui dirigent toute cette société, selon moi. Christophe Catus, une proposition, oui, quelque chose. Je voudrais revenir sur le débat qu'on a eu juste un instant pour réinsister sur le fait que utiliser Conseil national, ça fait donc référence au Conseil national de la résistance, et quelque part ça le banalise, quoi, quelque part. Et je trouve ça dommageable, quoi. Je trouve que c'est vraiment l'appellation est vraiment déplacée, parce que justement, je réinsiste là-dessus, le Conseil national de la résistance, dans le contexte où il s'est créé,
des gens qui ont risqué leur vie pour ça. Et je crois qu'on mérite mieux cette société que de banaliser ça. Et je pense que le fait d'appeler qu'il y ait cette captation mémorielle est préjudiciable par rapport à ça, et ça impacte sur sur justement notre régime républicain. Et ça, je préfère insister là-dessus. Et vous voulez pas donner de propositions par exemple, moi j'en ai un mandat unique, mandat révocable, proportionnel, refondation, peut-être pulvérisation d'une autre constitution. Qu'est-ce que vous défendez déjà sur effectivement des espaces de concertation entre les citoyens et les élus, déjà ça serait beaucoup. Je veux dire aussi, député, je tiendrai aussi des permanences aussi à travers le territoire. C'est aussi des espaces aussi de discussion avec les citoyens. Ça se fait plus, c'est dommage. Et puis je pense aussi effectivement, alors il y a quelque chose qui nous sépare énormément avec mon voisin, je sais avec la France Insoumise aussi. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas pour la révocation des élus et des députés, mais qu'il y ait ni le mandat unique, ni le mandat unique, par exemple. Je pense que sur le mandat unique, il faut garder une attache avec le territoire. Actuellement, la législation dit on peut être parlementaire sans avoir de fonction. Je ne parlais pas du cumul, je parlais d'un mandat unique, c'est-à-dire une seule fois et après on arrête. Ah oui, dans le temps. Voilà, dans le temps. D'accord. Pardon. Mais sur le cumul, je veux quand même me dire aussi qu'on s'est rendu compte qu'avec le mandat précédent, que c'était des députés qui n'avaient pas, et je ne parle pas seulement pour Bergerac, qui n'avaient pas l'expérience qui étaient donc coupés un peu des réalités du terrain. Et donc ça a quand même été des députés hors sol. Or, effectivement, si on permettait aussi, si on ne permet plus qu'il y ait un cumul avec un mandat local, on risque de multiplier ces cas. Donc je crois qu'il faut aussi permettre aux parlementaires de garder un contact avec le local. Monsieur Delpont, poursuivre. Alors, pour ma part, au contraire, je prends le contre-pied de ce qui vient d'être évoqué. Justement, la République En Marche a amené des nouveaux députés par le brassage qu'il y a eu, c'est-à-dire des gens de la société civile, alors qu'avant c'était que des élus qui cumulaient leur mandat et donc qui n'étaient pas du tout représentatifs. Je suis aussi donc... je maintiens le non-cumul des mandats, ça existe, je suis favorable. Je suis surtout pour le non-renouvellement des mandats, limité comme le président de la République à 2 mandats. Voilà, pour tous les postes politiques. Pour tous les postes politiques. Voilà ce que je demande. Et ça va faire un brassage de la population par rapport justement à la démocratie important. Et je rappelle que nous avons aussi amené 50% de femmes à l'Assemblée, ce qui est très nouveau, que tous les autres anciens partis de l'ancien monde sont masculins. Vous pouvez regarder à l'hémicycle. Je termine par rapport à la République. Nous sommes quand même le pays en Europe qui fonctionne le mieux. Quand on voit qu'en Belgique, le gouvernement a été bloqué pendant des mois, qu'en Allemagne, c'est très difficile de gouverner, et dans d'autres pays, je considère que la République française, c'est encore celle qui fonctionne le mieux en Europe. Juste 2 remarques et après je vous cède la parole. Par rapport aux représentations du monde ouvrier, c'est clair qu'à l'Assemblée nationale, on est très très loin de la représentation dans la société française. Il y en a aussi. Alors il y a une de vos collègues qui était dans la majorité présidentielle, je crois que c'est Annette Chevalier, qui a écrit un bouquin. Elle était primo-députée comme vous, et elle montre qu'en fait à l'Assemblée nationale... on avalise et il n'y a rien qui se passe. Alors est-ce que, je sais pas, vous avez lu ce truc? Non, je sais pas. Il y a eu un sociologue qui vient... On n'avalise pas tout. Est-ce que vous, en tant que primo-député, parce qu'il y a un sociologue qui a fait un travail de terrain sur les primo-députés, qui montre que les primo-députés ne connaissaient pas les codes de l'Assemblée, qui n'étaient pas dans les bonnes commissions et que ça n'a pas forcément fonctionné. Comment vous... Je n'ai pas du tout été gêné. Moi, je me suis très vite adapté à l'Assemblée. D'accord. Je connaissais un peu la politique puisque j'avais été conseiller municipal ici à Bergerac. Là-dessus, je n'ai pas du tout eu de problème. Et je considère que le brassage, en revanche, faire rentrer la société civile dans la politique, c'est important et c'est essentiel. Madame Roux.
Oui, alors donc, moi je suis contre le cumul des mandats. À la Nouvelle Union Populaire, on est contre le cumul, mais avant, c'est-à-dire que quand on se présente, on ne doit pas être élu quelque part. On doit abandonner ce mandat avant de se présenter, sinon c'est trop facile. On tient un mandat d'un côté, on attend de savoir si on va avoir l'autre pour lâcher le premier. Donc ça, c'est pas possible pour nous. Alors pour la proportionnelle et le mandat unique, ça, moi j'espère qu'on pourra mettre en place, qu'on sera majoritaire et qu'on pourra mettre en place une constituante qu'on n'a pas pu mettre en place puisque Mélenchon n'a pas gagné, n'est pas devenu président de la République. Et pour moi, la constituante, c'est elle qui décidera tout ce genre de choses. Et c'est vrai que de la proportionnelle, ce serait très bien, plutôt que, et ça signifie qu'on reviendrait au vrai rôle du député. C'est-à-dire le député, il a d'abord un mandat national, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que son rôle, c'est de voter les lois, de faire des lois, d'aller faire des commissions d'enquête, etc., de travailler. Moi, j'ai suivi pendant tout le temps de ces 5 ans, j'ai suivi évidemment les 17 députés de la France Insoumise qui ont fait un boulot énorme, qui ont vu tout leurs lois, sauf une, qui ont été rejetées sans savoir exactement ce qui se passait. Même tellement bien, quand les députés de la France Insoumise votaient un truc, alors la République En Marche avait déposé une loi, les députés voulaient voter pour un article de cette loi, parce qu'ils trouvaient, les députés de la France Insoumise, parce qu'ils trouvaient que c'était bien, et du coup, les députés de la République En Marche n'ont pas voté, ce qui est absolument drôle, peut-être, mais assez, voilà. On voit comment ils réfléchissent le matin quand ils se lèvent. Et ensuite, moi, je suis pour, dans notre programme, on est pour la révocation des députés quand, voilà, et des élus en général. Alors, vous pouvez nous expliquer, et pour le parce RIC, que qui révoque. Alors, pour la révocation, qu'est-ce qu'on fait? À quel moment? À quel moment on va révoquer ça doit être décidé et précisé, bien évidemment. Mais quand il y a un député quand il ne va qui pas fait respecter quoi, par exemple quand il n'a pas respecté la loi, déjà, pour commencer. Un député qui ne respecte pas la loi, c'est quand même... Ah, ça n'existe pas, par exemple, un député qui fait du harcèlement sexuel avec ça, voilà, par exemple. D'accord. On n'en parle plus, il ne va pas être ministre, par exemple. C'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Non, mais là, vous parlez là, on parle de la révocation des députés. Oui. J'aimerais qu'on creuse un peu ce cadre. Mais ça, c'est pas... Si vous voulez, normalement, ça va être discuté, préparé lorsqu'on préparera le RIC, et que ce sera voté à l'Assemblée, eh bien on décidera des cas quand ce sera absolument impossible de rester député. Mais il y a des fois, c'est pas parce qu'un député nous déteste qu'on va être révoqué, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas, à mon avis. Mais bon, ça n'a pas encore été décidé, c'est pas précisé. Mais il faut que ce soit possible pour que les députés restent, on va dire, propres, et tout ce qui s'ensuit, bien dans leur... qui respectent la loi, parce que c'est pas le cas. Et autre chose aussi, donc c'est vrai que l'Assemblée, pour moi, c'est une chambre d'enregistrement aujourd'hui du président, qui non seulement a tous les pouvoirs exécutifs, mais aussi tous les pouvoirs législatifs, puisque moi je vois bien dans les lois qui n'ont pas été votées, par exemple la loi pour donner un statut digne aux femmes de ménage et aux auxiliaires de vie, on le voit bien parce que ça se passe, c'est filmé en vrai, c'est-à-dire vous avez le représentant du gouvernement qui dit défavorable, 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 pour des lois qui sont vraiment... Mais on se dit, mais alors il n'aime pas les femmes, il n'aime pas les femmes de ménage, il n'aime pas... Enfin, on ne sait pas pourquoi c'est défavorable. Et après, rejeter, parce que la République En Marche rejette à partir du moment, sans savoir pourquoi. Et donc ça, il faut que ça s'arrête. J'imagine que la République En Marche, elle a son projet politique aussi. Ben oui, bien sûr. Donc alors, de détester les femmes de ménage et les auxiliaires de vie. Voilà, je vais laisser la parole à M. Prats, mais vous voulez juste... Justement, pour remonter le contre-exemple, nous avons voté une loi émanant du Parti communiste, la loi sur les retraites agricoles. J'étais hier d'ailleurs à l'association, à l'ANRAF, qui est présidée par Maire Joraquois et Roger Trodel. Nous avons voté cette loi dite Chassaigne, Parti communiste, pour les retraités agricoles, hommes et femmes. C'est-à-dire on est passé à 85% du SMIC, et cette retraite sera revalorisée à terme. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont bien satisfaits de cette loi, et c'était une loi du Parti communiste dite Chassaigne. Voilà. Et c'est la République En Marche qui l'a portée, la majorité présidentielle. Oui, donc c'est Chassaigne qui l'a portée. Ce sont les députés eux-mêmes, c'est-à-dire les députés du Sud-Ouest, notamment, j'ai travaillé avec Olivier Damazin et Jacqueline Dubois, dont 3 députés très proches d'ici même, et Philippe Chassin. On a porté cette loi pour les retraités agricoles hors contexte de la réforme des retraites. Il faut le souligner, et c'est 500 millions d'euros par an pour le budget de l'État. Comme quoi, quand vous le voulez, vous pouvez. On en revient sur le problème des retraites, merci, mais je vais laisser la parole à monsieur. Je veux parler des retraites aussi après. Monsieur Prats, sur des pistes de rénovation démocratique ou de restauration démocratique, ou je ne sais pas comment on va l'appeler. Effectivement, si on veut que les Français soient fédérés autour des élections, notamment la législative, notre propos, il est important qu'ils se sentent représentés, car un député n'est que le représentant de ses électeurs. Pour se sentir représenté, il serait bon que la proportionnelle ne soit pas une proposition du jour, mais que ce soit
considéré comme une base. Comment, on peut parler des extrêmes, à droite ou à gauche, comment le parti du Rassemblement national aujourd'hui, qui, je pense que vous serez d'accord, représente au moins, je vais partir très bas, 15% des Français, n'est pas, ça représente proportionnellement sur les 577, une centaine de députés. Pourquoi à l'extrême gauche, le parti de M. Mélenchon, qui représente davantage de gens, n'est pas plus de députés? Donc, bien évidemment, les Français ne se sentent pas représentés. D'autre part, il serait bon aussi que faire de la politique, ce soit un engagement sur son temps, sur son énergie, et presque, je parlais tout à l'heure pour moi de devoir ou de mission, dans cet esprit-là. Comment un député peut-il faire 5-6 mandats? Bien entendu, le mandat unique, ça devrait être une évidence. Je dis bien le mandat unique. Et pourtant, il y a des gens de grande qualité, dont je ne prétends pas faire partie naturellement. Pourquoi quelqu'un de grande qualité ne pourrait pas faire 2 mandats? À ce moment-là, de manière simple, au moment des élections, cette personne s'estimant de qualité se présente et on peut décider que si elle est élue au premier tour, elle est légitime et elle est reconduite. Pour favoriser le renouvellement démocratique, comme le disait M. J'ai proposé 2 mandats, moi aussi. Mais je pense que... maximum. 2 maximum, ça serait... Je suis d'accord avec 2 maximum, mais je pars surtout sur 1 maximum, sauf si il y a une légitimité reconnue dans les urnes au premier tour. Que ça soit 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5, le problème c'est quand même un sentiment de mauvaise représentation. Je crois que ça c'est quelque chose qui est au-delà de ça. Et ce que j'entends autour de la table ici, c'est que la démocratie se réduirait aux élections. Alors, tu as parlé de la démocratie participative, on a vu ce que ça donne des fois, c'est quand même très loin d'être de la démocratie participative. Si je pouvais finir ? Allez-y. Pardon. Oui, juste pour finir, la représentation, il faut aussi, on parlait du référendum d'initiative populaire devenu d'initiative citoyenne. Là aussi, c'est une évidence. Si on s'est trompé d'élu parce qu'on a été berné, parce qu'il a changé d'avis, on doit pouvoir remettre en cause ce mandat, éventuellement le mandat du président de la République. Au moment des Gilets jaunes, quand ça chauffait, ça pouvait être envisagé. Vous demandiez tout à l'heure, monsieur, de quelle manière on pourrait décider que si un certain pourcentage d'élus, un certain pourcentage de citoyens, on convoque un référendum et à ce moment-là, éventuellement, remettre en cause ce mandat. C'est pas parce qu'on a voté pour quelqu'un qu'on doit se le garder à vie. S'il a Alzheimer en cours de route, on va pas le garder la totalité du mandat. Bon, là, j'ai pas dit que M. Macron avait Alzheimer, mais il y a des moments où il n'était plus vraiment légitime. On peut se poser la question. Tu voulais ajouter un point ? Oui. 3 petits points. Je voudrais redire mon opposition sur le principe de la révocation des élus. C'est vraiment un point de différenciation important entre nous. Parce que quel cadre on donne, comment, est-ce qu'on n'arriverait pas à des dérives aussi? Moi, je suis vraiment très perplexe par rapport à cette idée. Voilà, il y a un renouvellement démocratique, les électeurs se prononcent, et je vois pas bien comment ça pourrait remettre en cause aussi notre fonctionnement démocratique. Donc là-dessus, je suis très prudent. Sur la question de la retraite, monsieur le député sortant, effectivement, j'ai échangé aussi avec Roger Kremel, qui est venu à une réunion, une rencontre citoyenne à Montpazier, et qui disait effectivement, il y a eu des avancées, ça c'est incontestable, mais il y a encore du travail à faire, et notamment pour l'écrêtement, les femmes. Oui, donc ça, je veux dire, on a voté pour les femmes aussi, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et il faut aller plus loin. On est d'accord. Et sur les nouvelles formes de démocratie, effectivement, il y a le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Nous aussi, nous le proposons. Mais nous, par rapport à l'actuel, nous proposons effectivement d'abaisser à 1 million le nombre de signataires. J'avais avec Daniel Garrigue, justement lancé, Daniel Garrigue et moi-même, on avait lancé justement une pétition pour obtenir le RIC concernant la privatisation des aéroports de Paris. Nous avions tenu réunion publique, il y avait du monde, et effectivement le seuil de 4 millions est extrêmement énorme. Donc on l'avait au niveau national, il n'avait pas été atteint. Donc le président Macron avait mis fin au processus de privatisation du fait du Covid à l'époque, et donc il faudra qu'on reste vigilant pour pas que le dossier, que le projet revienne sur un coin de table. Enfin, je remarque qu'il a fallu les gilets jaunes pour que vous pensiez au RIC. Mais bon, c'est pas venu spontanément du Parti socialiste ou même de la France insoumise. Il a fallu ce mouvement quand même en 2018 pour que... D'où la nécessité d'écouter non, mais aussi, d'où la nécessité peut-être s'ils étaient dans la rue, c'est qu'il y avait... Tout à fait. Mais... Oui, intervention. Oui, j'allais dire la même chose sur le RIC, mais
Moi, je me souviens d'un référendum en 2005, j'avais 16 ou 17 ans, c'était la première fois que je me politisais, où 55 ou 60% des gens ont voté non. 55. 55. Résultat des courses, ce traité européen il est passé. Parce que ceux qui ont le vrai pouvoir, je ne suis désolé, mais ce ne sont pas les politiques, même pas Macron. Et moi je suis convaincu que, bien sûr que là on est autour d'un débat avec des candidats qui aspirent à être députés. C'est pas mon cas. Moi je veux changer toute cette société. Et je pense que c'est pas le cas des autres candidats. Je pense que détruire cette société capitaliste qui fonctionne qu'au service d'une minorité, ça ce sera un projet qui sera pas du tout faisable dans le cadre de ces élections ou dans le cadre même des élections présidentielles. Alors ça c'est une chose. Quand même il y a quelque chose qui est cocasse et même on n'en parle même plus à gauche, c'est le droit de vote des travailleurs immigrés. Il y a quand même 7 millions de travailleurs immigrés en France qui n'ont pas le droit de vote, qui sont exclus du droit de vote. C'est les plus pauvres, c'est des gens des classes populaires, qui sont au chômage, qui sont ouvriers. C'était dans le programme de Mitterrand en 1981, à une époque où la France insoumise n'existait pas, le Parti communiste était au gouvernement. Ça n'a jamais été mis en place. Moi, je suis pour le droit de vote des travailleurs immigrés, bien sûr, à toutes les élections, pas juste aux élections municipales, à toutes les élections, parce qu'à mon sens, ce serait logique que toute une partie de la classe ouvrière elle puisse aussi avoir le droit de vote. Et voilà, et moi quand même je tiens à rappeler que les référendums, les constituantes, ça ne change pas fondamentalement qui dirige cette société, qui dirige les usines, qui dirige les banques, en quoi Bernard Arnault il verrait ses revenus remis en cause par une nouvelle constituante, par un RIC, etc. Et leur pouvoir, il va bien au-delà des usines qu'ils contrôlent, bien au-delà des banques qu'ils contrôlent. Je prends un exemple, en Suisse, il y a des référendums d'initiative citoyenne, il y a même eu un référendum sur le SMIC. Tout le monde est pour l'augmentation du SMIC, il n'est pas passé. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie, à travers ses médias, ils ont expliqué pendant des heures et des heures « Ah, c'est pas possible, sinon les boîtes, elles vont couler ». Alors quand même, il y a quelque chose, moi, je veux vraiment mettre en avant là. Le résultat. Oui. Alors peut-être que ça a joué, mais il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est des richesses, il y en a, comme jamais dans cette société. On l'a vu pendant le Covid. On l'a vu pendant le Covid, on le voit aujourd'hui. Le CAC 40, nous on a écrit un tract pendant les élections présidentielles, on l'écrit encore, on a dû à chaque fois réaugmenter l'argent du CAC 40, c'est passé de 100 milliards à 160 milliards en un an. Et cet argent-là, il sert à quoi ? Cet argent-là, il sert encore plus à enrichir les actionnaires, et personne ne dit qu'il faut aller le chercher. Okay. Mais ceux qui iront le chercher, je finis juste mon raisonnement, ce ne sera pas les députés de tel ou tel parti, alors c'est sûr pas de la République en marche, mais ni des autres. Ce sera des mouvements puissants, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire. Mais quand vous appelez ça des mouvements puissants, donc à Lutte ouvrière, vous êtes dans la lutte des classes, vous revendiquez la lutte des classes, vous vous présentez quand même à des élections bourgeoises finalement, qui correspondent à une constitution que vous refusez. Si vous voulez, je trouve ça paradoxal, mais j'essaie de comprendre ce qui vous pousse à vous présenter à ces élections, dont vous estimez que le fondement n'est pas du tout légitime. Lutter contre le capitalisme, c'est la révolution. Mais pas uniquement. Pas uniquement. Dans ces élections, on présente un programme de lutte pour les travailleurs qui ne vise pas à remettre en cause tout le pouvoir de Bernard Arnault, de Bouygues et de Bolloré directement. Nous, on pense que personne ne parle de l'échelle mobile des salaires. C'est à part Lutte ouvrière et Philippe Poutou pendant les élections présidentielles, personne ne parle d'échelle mobile des salaires. Ça a été enlevé par Mitterrand. D'ailleurs, Mitterrand, un modèle pour la plupart des candidats, je pense ici, sauf peut-être l'extrême droite, mais Mitterrand, en 1983, ils ont bloqué les salaires. Et l'échelle mobile des salaires, c'est pas un programme qui remet en cause le pouvoir des capitalistes sur toute la société, mais ce serait une évidence. Là, on parle d'augmenter le SMIC ici de 100 €, là de 50, là de 4. Je finis mon raisonnement. L'échelle mobile des salaires, c'est fondamental, mais ça, il faudra l'imposer. Bien, vous vouliez préciser. C'est faux parce qu'on a décidé la réindexation des salaires qui avait été bloquée. Des salaires du SMIC, c'est pas des salaires. Et des retraites, donc tout ça, ça va être dès le 1er juillet. Les salaires, demandez à Polirès si leur salaire il a été augmenté aux dernières années. Ça va être difficile parce que vous allez beaucoup dans les entreprises, allez leur demander aux ouvriers. Madame, C'est pour oui.
Donc moi je On suis va parler du assez programme. d'accord, Mais c'est assez des d'accord pour dire que c'est vrai qu'il faut lutter dans la rue en même temps qu'on veut faire passer des lois, parce que ça ne suffira pas, parce que les puissances de l'argent sont trop fortes. D'ailleurs, M. Macron, il dit au 1er juillet, il va augmenter. Qu'est-ce qu'il attend? Là, pour le moment, il a le pouvoir, il n'y a rien qui l'empêche d'augmenter quoi que ce soit aujourd'hui. Il va attendre quand même le 1er juillet au cas où il ne soit pas obligé de le faire, par exemple. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que vraiment, ça ne suffit pas d'être député, ça ne suffit pas même d'avoir la majorité, parce que les puissances de l'argent sont très fortes, on le voit. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le référendum européen, beaucoup de gens ont voté contre parce que j'arrive même plus à trouver le mot pour dire le traité. C'était vraiment un traité. Le TCE, oui. Voilà, 2005. c'était vraiment un traité qui donnait ce qui se fait maintenant, c'est-à-dire par exemple les accords de libre-échange, les puissances de l'argent, encore une fois, au pouvoir avec ce traité. Donc ceux qui ont voté contre, ils ont été bafoués, on se foutait d'eux carrément. Et moi, ce que je dis aux gens qui votent pour moi, et je le dis vraiment et je le répète aujourd'hui, d'abord, moi je créerai sur la circonscription une assemblée populaire, issue des gens qui sont d'accord avec moi, et on verra ensemble ensuite sous quelle forme. Attendez, une assemblée populaire, Une issue assemblée uniquement populaire. des gens qui sont d'accord avec vous. Je Non, comprends pas très bien. ceux qui veulent être, mais ce sera pas. Il va pas y avoir, par exemple, 2000 personnes. Ça va être choisi Vous allez faire un entre. tirage au sort ou... On verra, ce sera décidé entre ceux qui seront Parce là. que si c'est l'assemblée uniquement avec des gens qui sont d'accord avec vous, c'est quand même un peu étrange. C'est une assemblée qui portera la dynamique, qui m'aidera, qui sera en même temps une assemblée de contrôle de la députée, c'est-à-dire de voir ce que je fais et comment je le fais, et ensuite qui amènera des propositions liées au terrain. Donc il y aura dans les villages ou dans les petites villes des groupes, des petits parlements populaires, je ne sais pas comment on les appellera. Ce sera décidé entre militants et entre personnes qui veulent en faire partie. Et moi, ce que je leur dis dès aujourd'hui, si demain on est à l'Assemblée nationale majoritaire, il faudra tout de suite être dans la rue. Ça ne suffira pas. Et d'ailleurs, au Front populaire, lors du Front populaire en 1936, c'est le Parti communiste qui a gagné. Ils étaient au pouvoir. Le lendemain, les travailleurs ont décidé de se faire la grève Les radicaux générale. et les socialistes. Ils ont fait, mais il y avait beaucoup. C'était quand même majoritairement. C'est pour ça que c'était bien. C'est parce que c'était Mais alors, majoritairement le juste Parti avant de laisser communiste. la parole à Monsieur Prats. Et attendez, excusez-moi, mais donc le lendemain, ils ont fait la grève générale et ils ont obtenu quelque chose qui n'était pas marqué dans le programme, les congés payés. Donc si on ne fait pas ça, malheureusement, on est obligé, parce qu'on sait qu'ils vont utiliser tous les entourloupes possibles pour ne pas faire ce qui avait été promis. Qu'est-ce qui vous oppose tous les deux? Je réponds en premier, du coup. Si vous voulez. Lutte ouvrière et la NUPES. Bah, c'est si je suis élu, je ferai ci, ça et ça. Moi, je ne dis pas ça, là. Voilà. Et moi, je pense que c'est pas par des majorités de gauche qu'on arrivera à changer notre vie. Si vous avez côtoyé lutte ouvrière dans votre jeunesse, comme je l'ai lu quelque part, justement, nous, on pense que c'est par des luttes collectives qu'on peut changer la vie. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur Jean 36. Mais justement, ce n'est absolument pas ce que dit Mélenchon quand il se retrouve devant 100 000 personnes à Paris et qu'il leur dit « vous allez pouvoir économiser des manifs et des grèves avec moi. Parce que je vais vous empêcher, je vais vous permettre d'avoir une loi qui va tomber tout cuit dans la bouche, la réforme des retraites. » Donc de ce point de vue-là, nous on pense que il faudra uniquement des bagarres. Il peut y avoir des liens avec des députés, bien sûr, mais pour faire avancer les choses. Et par ailleurs, je pense que dans le cadre de ce système économique, on est mal barré, parce que si on prend ça, juin 36, 4 ans après, les congés payés, la bonne heure, hein. La reconnaissance des délégués syndicaux, des syndicats dans les usines, 5 ans après, ils étaient tous en camp. Et la semaine de 40 heures, je vous en parle pas. Il a fallu attendre les années 70 pour que ça revienne. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce système, il nous emmène dans le mur. Et là, on le voit quand même avec l'inflation qui réapparaît, avec la guerre en Ukraine. Alors, ça va être, vous l'avez déjà dit, hein, ça va être, on peut rien faire parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais au nom de la guerre en Ukraine, vous allez nous dire de faire des sacrifices, de repayer pour l'armement. Et nous, on pense qu'il est très urgent dans tous les domaines de renverser cette société qui est. Ok, juste Madame Roux, parce qu'en fait c'était qu'est-ce qui vous opposait tous les deux. Après je vous laisse la parole. Madame Moi Roux, je pense qu'il faut les deux.
Je pense qu'il faut les deux. Ça suffit parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'à la fin, c'est ce qui va se passer, ce que vous dites. Parce que comme on n'écoute pas ce que disent les gens, comme on n'écoute pas, on respecte pas la volonté qu'on voit. Par exemple, il y a 3 blocs aujourd'hui, et il y a un bloc qui est mis de côté où on se retrouve toujours à voter entre droite et extrême droite. Donc finalement, les gens, ils vont aller dans la rue sans qu'on leur dise d'aller dans la rue, et ça va être très violent. Est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce qu'on peut respecter quand même la volonté des gens, le fait qu'ils puissent vivre mieux, le fait qu'ils puissent partir à la retraite à 60 ans, enfin tout ça. On a l'impression qu'on se moque de nous. Tout ce mandat, ça a été une morgue insupportable, un mépris des gens. Et donc soit on se retrouve dans la même situation, et là, ça va être ce que vous dites, mais est-ce que finalement ce ne sera pas juste de la violence? Voilà, il faut quand même, à mon avis, un parlement, des élections qui règlent, qui dirigent, quoi. Alors il y avait 2 demandes de parole, Monsieur Catus, Monsieur Delpont, mais Monsieur Prats, vous voulez pas, parce que vous n'avez pas pris la parole encore. Je ne veux pas interrompre, le débat est intéressant. Ok, alors Monsieur Catus et Monsieur Delpont. Je dois dire que sur ce point précis, je trouve effectivement des points communs entre Lutte ouvrière et la France insoumise. Quel point commun particulièrement? Sur effectivement cette idée d'assemblée, de populaire, de révocation des élus. Il y a quelque chose là qui me fait peur un peu pour la démocratie. Non, les assemblées populaires ne doivent pas être de la même couleur politique que l'élu, parce que sinon, effectivement, ça n'a pas de sens. Il faut quelque chose de constructif, il faut quelque chose de comment dire, que tout le monde puisse s'exprimer et fasse passer pendant un mandat, passer pendant un mandat. Monsieur Catus, quand on voit des dispositifs de pseudo-démocratie participative qui n'en sont pas, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des comités populaires qui soient... Comités populaires, carrément. Non, mais comment vous dites des assemblées populaires. Comités populaires, on est sur autre chose. C'était de la même couleur. De la même... Si, vous l'avez dit. Mais vous avez dit des personnes qui... J'ai cru comprendre ça, moi. Des personnes, mais bon. J'ai dit à partir des gens qui veulent... D'accord, ok. Voilà, donc à quoi ça sert si elles sont de la même couleur? Je veux dire, il faut aussi écouter les oppositions, aller au-delà. Mais je n'avais pas cru comprendre ça. C'est pour ça. Okay. Donc voilà. Et puis sur le Front populaire aussi, il y a plusieurs historiens autour de la table. Il y a un raccourci quand même. Je vous rappelle quand même la théorie de Léon Blum sur le caractère révolutionnaire des réformes. Donc vous voyez, c'est un gestionnaire loyal des affaires de la bourgeoisie. C'est ce qu'il a dit en avant. Voilà. Mais donc c'est pas un exemple. Donc reprenez alors Léon Blum là-dessus, effectivement. Oui, non mais donc le Front populaire reste une référence. Ça s'est fait effectivement dans un cadre international aussi difficile, mais ça reste quand même pour le peuple de gauche une référence qui sera à jamais inscrite dans notre pacte républicain. Monsieur Delpont. Oui, si je suis réélu, c'est que notre gouvernement pourra justement avoir la majorité et nous appliquerons le programme qui a été mis en place en termes de sagesse, c'est-à-dire après le quoi qu'il en coûte, qui a sauvé les entreprises et les revenus des Français, nous mettrons des mesures de pouvoir d'achat qui sont attendues par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a maîtrisé l'inflation à 4,5%, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Nous allons dégeler le point des fonctionnaires, nous allons réindexer les retraites. Ça fait longtemps qu'on l'attend ce dégel. Oui, mais c'est la gauche qui l'avait bloqué. C'est la gauche qui avait bloqué. Mais nous avons dégelé le point des fonctionnaires. Nous allons réindexer les retraites à hauteur de l'inflation, 4,5%. Nous allons mettre un minimum retraite à 1 100 €. Vous savez, et il y aura la prime Macron hors taxe, hors charge, qui sera multipliée par 3, c'est-à-dire à hauteur de 3 000 €. Donc, et donc, ce qui veut dire qu'il y aura une économie qui fonctionnera, une revalorisation des salaires, et on va lancer aussi les aides sociales à la source. Vous savez qu'on a mis au point l'impôt à la source, et maintenant on aura les aides sociales à la source, ce qui est un progrès considérable, parce que certains n'en bénéficient pas. Et ne demande pas. Alors attendez, il y a suscité beaucoup de réactions, mais Monsieur Prats, je vous laisse la parole, et après, je ne sais plus dans quel ordre c'était. Mais... Oui, j'aurais plusieurs choses à dire. La première, peut-être parce qu'il faut mettre les choses au point, mon collègue, en parlant de moi, disait l'extrême droite. Je suis un peu gêné, parce qu'on a pris l'habitude de mettre des catégories, gauche, droite, milieu, centre et ailleurs. Et j'ai appris avec surprise, je le rappelle, je suis tout nouveau, je n'ai aucun passé politique, absolument aucun. Je crois que je suis un Français de base, qui a des idées aussi bien à gauche qu'à droite. Pour moi, l'humain, c'est extrêmement important. J'ai été étudiant, j'ai participé à des syndicats, je connais un petit peu les rouages depuis un certain temps. Donc je ne me considère pas d'extrême droite. La préfecture a édité une vingtaine de cases appelées des nuances politiques et m'a rangé parmi les DSV.
la droite souverainiste. Souverain, oui, je le suis, j'espère que chacun d'entre vous l'est, souverain sur lui-même et sur son pays. Et de droite, j'ai des idées de droite, j'ai des idées de gauche. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi de droite si vous voulez, mais au moins pas d'extrême droite. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai pas fini, pardon. Ça, c'était juste pour la mise au point. Okay. Tout à l'heure, mon collègue disait, à juste titre, en 2005, les Français ont eu un référendum, c'était peut-être le dernier, et c'est vrai que des référendums comme ça, il vaut mieux les arrêter, et à 55% avaient décidé qu'ils ne voulaient pas du traité de Rome. Qui donnait TCE. Le traité pour la nouvelle constitution, c'était pas le traité de Rome. Le traité de Rome, ça mais bon, en tout cas, c'était le TCE. 2005, c'est le TCE, c'était le traité pour la constitution européenne. Donc on pourra. Bon, j'engage chacun à vérifier. Il y avait effectivement le traité de Rome 1 qui existait déjà. Celui-là allait s'appeler le traité de Rome 2. On pourra vérifier. Donc les Français, quel que soit le nom, ont décidé à 55% que c'était non. 2 ans après, M. Sarkozy, je n'ai rien contre lui, ni pour non plus, a décidé de faire voter en congrès, c'est-à-dire le Sénat plus l'Assemblée nationale, pour faire un traité revisité, édulcoré soi-disant, mais je ne crois pas, qui allait s'appeler et qui s'appelle le traité de Lisbonne. Il fallait donc la majorité à 60% des élus, c'est-à-dire des sénateurs et des députés. Il y a eu mieux que 60%, il y a eu 80%. Ce jour-là, les représentants du peuple, qui avaient entendu le peuple dans les urnes 2 ans avant, se sont dédits, se sont devenus, excusez-moi le terme, des félons. 80%. Donc je me permets aujourd'hui, et je ne me suis pas privé quand j'ai parlé de la démocratie avec 2 S, de dire que les députés ce jour-là nous ont montré qu'en majorité, à 80%, ils étaient des félons, et j'ose le terme un petit peu humoristique, excusez-moi monsieur Delpont qui est là, je ne vous range pas dans cette catégorie. Je suis pas là. non, qui est là aujourd'hui, député. Je considère aujourd'hui, je fais une petite extrapolation, que 80% des députés, étant, je le redis, des félons ou des parjures, sont des politiciens, et non pas des politiciens. Je le redis, je n'ai rien contre vous, monsieur. Vous comprendrez peut-être pourquoi les Français aujourd'hui, à plus de 50%, ne votent pas. Pour un politicien, ça n'a aucun intérêt. Et je fais partie de ces Français-là. Si on parlait du programme. Alors, les retraites. Est-ce que vous aviez terminé ou pas ? Je voulais juste pour finir. Un point donc, je vous entends rapidement, je vous entends débattre effectivement de programmes qui deviendront des promesses et peut-être des mensonges. Les Français, on l'a dit tout à l'heure, sont habitués. Ça va être difficile d'avoir des programmes qui seront tenus. Je le rappelle quand même, le budget de l'État 2022 sous lequel nous vivons est déficitaire de 25%. Nous vivons avec un argent d'État qui était de 600 milliards pour l'année, alors qu'il n'avait en caisse que 450 milliards. Donc 150 milliards d'empruntés en supplément, une dette de 3 000 milliards, je me demande où on peut dire aujourd'hui que la France est riche et que la France peut payer des choses. On fera un jubilé pour la dette, vous inquiétez pas, tout ira bien. Monsieur Delpont a déployé son programme. Je voulais juste attendre un tout petit peu et prendre des thèmes. Alors, ce que je vous propose, plutôt que chacun déploie son programme maintenant, je vous laisserai le temps pour exposer un peu les points sur lesquels vous voulez insister. Voilà. Ça se tourne. Il y a quand même un élément qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est le nouveau régime climatique. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir, parce que je ne prétendrai pas dire ce dont le peuple a besoin ou ce que pensent les Français, mais il me semble quand même que l'expérience nous montre que le nouveau régime climatique est quand même quelque chose qui est un enjeu essentiel. Monsieur Delpont, vous avez été étrillé un petit peu sur le site Reporter, où on a vu que vous avez occupiez la 455e place par rapport aux 577 députés en termes de vote sur les lois relatives à l'environnement. Donc visiblement vous êtes mal classé, bon peu importe. On va peut-être commencer par le député sortant. J'ai vu que vous aviez voté contre 2 lois, notamment une loi qui proposait d'interdire l'extension des aéroports, de la construction de nouveaux aéroports. Vous n'étiez pas présent lors du vote des lois sur l'interdiction du glyphosate. Alors, avant qu'on parle de l'hydrogène, parce que ça, c'est un point sur lequel vous avez beaucoup travaillé, est-ce que vous pourriez nous expliciter ce choix ? Parce que je me dis que finalement, Notre-Dame-des-Landes, vous auriez peut-être voté pour ? Non, on a voté, ça a été Notre-Dame-des-Landes, ça a été vite réglé au début du mandat, donc oui. J'étais favorable à l'arrêt de ce projet. Par rapport à la transition écologique et énergétique, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Le gouvernement, d'ailleurs, vous le savez, a décidé que la Première ministre sera en charge de la planification écologique et énergétique. Donc, c'est un sujet qui m'est cher, tant au niveau national qu'au niveau local. Et dans ce cadre-là, je me suis occupé aussi de l'agriculture. On l'a parlé tout à l'heure de la loi Egalim. Quand j'étais aussi président d'Event Bergerac, je travaillais aussi sur les questions de transition écologique
pour l'agriculture biologique. Sur l'énergie, vous l'avez dit, j'ai déposé un dossier important qui est sur la transition par l'hydrogène, qui est zéro carbone, et avec donc un programme gouvernemental au niveau national, et je développerai au niveau local, puisque encore avant-hier, j'ai fait venir une entreprise, un investisseur qui s'appelle Life, qui a l'intention d'investir sur le Bergeracois, avec d'autres déclinaisons en matière de transport, de mobilité et d'entreprise. Alors, juste une question par rapport à ça. Quand Emmanuel Macron a mis en place la Convention citoyenne pour le climat, il a dit que toutes les décisions seront proposées sans filtre à l'Assemblée nationale. Or, 90% des propositions ont été rejetées. Là, vous n'avez pas été déçu à ce moment-là ? Alors, il a été décidé, désormais, il a été décidé qu'on va simplifier les procédures pour la transition écologique, parce qu'encore, il y a beaucoup de blocages en matière d'autorisation, par exemple pour le solaire, pour la méthanisation, pour toutes les énergies vertes ou encore l'éolien offshore. Donc, il a été décidé, si nous sommes élus, de simplifier les procédures pour accélérer la transition écologique par les énergies renouvelables. Mais pourquoi vous n'avez pas retenu les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ? On en a retenu beaucoup. 10%. Oui, c'est pas... D'accord. Donc l'objectif, c'est d'accélérer ce qui a été décidé. Et vous le savez d'ailleurs, en termes de budget, c'est écrit. Alors, Monsieur Catus avait levé la main. Après, je ne sais plus dans quel ordre vous... Et puis on finira par Madame Roux, on va faire comme ça. Donc Monsieur Catus. Oui, juste quelques mots. Effectivement, nous sommes en état d'urgence écologique, hein, tout le monde en est bien conscient. On sait qu'il faut trouver des fonds pour financer cette urgence écologique. Et donc, effectivement, député, je soutiendrai la mise en place d'un impôt sur les grandes fortunes pour tout ce qui concerne le climat et la biodiversité. Et donc, je trouve normal que ce soit aussi les plus fortunés qui puissent contribuer et qui puissent financer la nouvelle politique de transition ou des transitions qui doit se mettre en place au sein de notre société et qui doit vraiment toucher tous les domaines. Maintenant, chaque loi doit être examinée sous le prisme de l'écologie et donc un peu sur le prisme de l'écologie, en disant à chaque fois voilà quelle est la plus-value écologique qu'amène cette loi et est-ce que cette plus-value est suffisante ou est-ce qu'on peut encore l'améliorer. Tout doit être vu sous le prisme de la transition et des transitions. Après, sur l'hydrogène, moi, effectivement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est quelque chose de porteur d'avenir. Après, les difficultés, c'est les conditions de fabrication d'hydrogène. Donc, qui risque de polluer, c'est ça ? Qui demande beaucoup d'électricité. En tout cas, qui a des besoins en électricité. Voilà, des besoins. Si je peux me permettre, je dirais que effectivement, l'hydrogène est important. Mais les Français ont surtout et aussi besoin d'oxygène, Monsieur Delpont. Et donc, on en développe aussi de l'oxygène, par électrolyse. Voilà, et il faut de l'oxygène aussi, avec du pouvoir d'achat, avec de la sécurité dans le cadre de travail. Voilà. Je vais développer le pouvoir d'achat. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça, Monsieur Delpont, qui est important pour les Français. Mais justement, on a décidé de grandes mesures. Attendez, Monsieur Delpont, à vous la parole. Sur le nouveau régime climatique. Est-ce que la lutte contre le capitalisme est uniquement, est-ce qu'il est possible d'articuler lutte des classes et lutte climatique ? Je pense que c'est pas possible autrement en fait. Et là, je sens ce que je vais entendre. On plane à 15 000, ça fait des dizaines d'années qu'on nous bassine les mêmes choses. Alors là, depuis quelques années, on a sorti le carnet de chèques. Allez hop, on va donner plein d'argent pour les grands patrons, pour qu'ils investissent dans l'écologie verte, la transition, la planification écologique. Mais moi ça me choque profondément parce que c'est quoi le bilan ? C'est que là le dernier rapport du GIEC, ils disent dans 3 ans c'est foutu les 1,5 degrés. Et là on continue à avoir des promesses, des carnets de chèques, mais l'industrie de l'automobile européenne elle va recevoir des milliards et des milliards pour faire la transition écologique. Pour faire quoi ? Des voitures électriques ? Mais elles sont fabriquées avec quoi, les voitures électriques ? Avec les mines de coltan, les terres rares au Congo ? Dans quelles conditions écologiques ? Dans quelles conditions tout court, humaines ? Et c'est ça la transition écologique sous le capitalisme. Super.
Et c'est ça dans tous les domaines. Et moi, ça me fait bien rire de dire on va sortir le carnet de chèques pour les industriels pour qu'ils fassent de l'énergie propre. En réalité, moi je pense qu'il faut prendre le contrôle de leurs usines. Parce qu'ils font n'importe quoi. Et on l'a vu dans tous les domaines. On l'a vu avec l'amiante. Avec l'amiante, ils ont fait n'importe quoi pendant 100 ans. Comment faire confiance à ces gens-là pour nous préserver de la catastrophe écologique? Et ben, moi, je pense que c'est d'autant plus urgent de les exproprier et que toutes les autres mesures, c'est du flan, c'est de la galerie. Et au mieux, c'est des milliards d'argent public qui vont être donnés à l'industrie de l'armement, l'industrie de l'écologie. Mais je voulais parler de l'armement justement, parce que là on nous dit ça va être la transition, etc. Mais là, dans les années qui viennent, on va surtout nous demander de fabriquer des armes. On va nous demander de fabriquer des tanks, on va nous demander de fabriquer des obus, des missiles. Ça va être super propre. Et c'est justement pour ça que c'est très urgent. Et avec les menaces de guerre, avec les bruits de bottes en Ukraine, avec toutes les tensions internationales qu'il y a entre l'impérialisme de l'OTAN d'un côté et la Russie ou la Chine de l'autre, et ben avec tout ça, peut-être la catastrophe écologique, on aura une autre catastrophe bien plus urgente dans les années qui viennent, auxquelles faire face. Et pour moi, ça, c'est vraiment le résultat de cette société folle qui fonctionne que pour le profit de quelques-uns. Monsieur Prince. Oui, le petit parti que je viens de créer, l'association Patriotix, laisse à entendre que la patrie m'est chère, je l'ai dit tout à l'heure. Les Patriotix, il y a un petit clin d'œil avec Astérix, vous l'avez tous lu, plus ou moins, le village rebelle, le village qui réfléchit et qui ne veut pas se laisser envahir. Envahir par ce que vous voudrez. Et notamment envahir par l'hyper-écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est plus de l'écologie dont on parle, c'est de l'hyper-écologie. Je vais sûrement choquer. Et ça devient le marxisme du 21e siècle. Qu'est-ce que vous entendez par hyper-écologie? Voilà, Donnez-moi des exemples. Absolument. Alors là, je laisserai à chacun le soin de chercher, mais je réponds en partie à votre question. Il s'avère que parmi mes études, parmi mon parcours professionnel, j'ai fait des études en tant qu'ingénieur en génie atomique. Donc l'énergie, c'est quelque chose que je connais un peu, le nucléaire aussi. Aujourd'hui, sous couvert d'écologie, on raconte n'importe quoi. Excusez-moi pour ceux qui pensent être dans le n'importe quoi. Le petit slogan de mon parti, c'est « Sans tabou ni trompette ». Dans notre société, il n'y a plus de pensée divergente qui soit autorisée. Donc avec le GIEC, on a l'impression que tous les scientifiques du monde sont d'accord avec ce réchauffement climatique, pourquoi pas, dû à l'homme, j'en suis moins sûr, et avec une instrumentalisation dont mon confrère en face disait à juste titre. Tous les scientifiques et les chercheurs ont montré que l'effet anthropique, les hommes sont responsables du changement climatique. Vous êtes en train de dire, comme Claude Allègre ou comme Donald Trump, que c'est de la foutaise, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je suis en train de dire, je redis, donc sans tabou ni trompette, si vous m'autorisez un tabou à enfreindre... Non, mais vous dites que les hommes ne sont pas responsables du changement climatique, c'est pour ça. Vous m'interrogez, en même temps vous m'interrompez, donc je ne peux pas développer. Allez-y. Comme en préambule lorsque je me présentais. Allez-y. Donc le GIEC regroupe des experts, probablement incontestés. Et on a le sentiment que tous les experts sont au GIEC. Excusez-moi, je ne me prétends pas expert, je connais de nombreuses personnes averties en matière de science, averties en matière d'écologie, qui contredisent, qui réfutent totalement ce que dit le GIEC. Alors comme je ne vais pas occuper le terrain, je vais juste dire. Là, nous avons parlé d'hydrogène et d'oxygène. Monsieur a dit à juste titre, monsieur Catus, nous avons besoin d'oxygène pour respirer. Sachez que dans cette salle, on est vivant parce qu'on ingère, on inspire de l'oxygène. Et que rejetons-nous? Du CO2. Et on a réussi à faire croire aux gens que le CO2 est un polluant. Voilà, je m'arrête là. Pas un polluant, mais qui avait un effet sur le réchauffement. Beaucoup de gens disent, des gens assez ignorants, que le CO2 est un polluant, je suis désolé. Bien, alors, entre le climato-scepticisme, la proposition que tu faisais de taxer les riches, l'expropriation, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose qu'il faut agir rapidement, parce que la France a déjà été mise à l'amende 2 fois pour inaction climatique. Je ne dis pas que le CO2 est un polluant, je dis toujours, par exemple, moi j'ai des vaches, chez moi le méthane aussi est considéré comme un polluant. Les vaches pètent, elles respirent, nous aussi on respire. C'est quelque chose qu'on produit. Donc c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, parce que dans certaines industries, tout ça, produisent trop de CO2, et sur la Terre, il y a trop de CO2. Alors vous dites que peut-être c'est pas vrai ce que dit le GIEC, moi je suis paysanne, et ce que je remarque, et ce que je vois, c'est que ça va très très vite, le changement. C'est quelque chose, parce qu'il y a eu des changements avant, où on ne le voyait pas, l'arrière-grand-père qui racontait ça, et on voyait... Tandis que là, par exemple, quand je suis arrivée à Bergerac, sur ma ferme, on fait du vin, et on a des vaches et du lait. Et au début, quand on récoltait du raisin, il était
était, au début que j'étais là, ça fait un peu plus de 40 ans, entre 9 et 11 degrés. Puis on était content quand c'était à 11. Et on pouvait chaptaliser, vous savez, ajouter du sucre pour que ça fasse du vin un peu plus doux, etc. Aujourd'hui, on parle à peine, on n'emploie plus ce mot de chaptalisation, personne n'en parle plus. Et on a des vins, quand ils sont à 15 degrés, on est content. L'année dernière, l'année d'avant, on avait des raisins qui étaient à pratiquement 20 degrés. Pour faire du vin, c'est pratiquement impossible, il faut faire autre chose. On se rend compte qu'il va falloir, donc ça s'est passé très très vite en 10 ans. Il va falloir ne plus planter de la vigne peut-être, essayer de voir, il y en a qui discutent, des palmiers, vous croyez pas que... Enfin voilà, on en est à une telle rapidité que je suis désolée, mais je sais que c'est vrai, que ça se change, c'est vrai, et qu'il faut vraiment réfléchir, et il y a des possibilités si l'État fait quelque chose. Donc c'est pour ça que quand j'entends Monsieur Delpont dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et encore des promesses et encore des promesses. Non mais vous avez eu 5 ans pour le faire. Arrêtez de dire ça, parce que moi ça me décourage complètement. Je me dis on peut pas répéter. Donc c'est pas possible quoi. Donc il faut prendre les mesures qui sont évidentes à prendre, c'est-à-dire de bifurcation, c'est-à-dire on change. D'ailleurs déjà arrêter d'être toujours pour le profit et rien que pour le profit. Par exemple, renationaliser la SNCF, que ce soit un transport public, que ce soit gratuit pour les étudiants et pour les jeunes en général, que ce soit que les gens n'aient plus envie de prendre leur voiture, qu'ils puissent. Moi, je le fais le plus souvent possible. Par exemple, je peux aller rendre visite à mon médecin à Bordeaux par le train, et ça c'est très bien. Voilà. Et donc ce genre de choses, enseigner à l'école davantage, de faire des économies, faire les déchets. Il n'y a rien qui est fait. On nous dit, on ne sait pas ce qui deviennent exactement les déchets. Il y a du tri, on fait du tri, on est très citoyen et tout. On ne sait pas, il faut qu'on sache, il faut qu'on nous explique à quoi ça sert. Bon, voilà, je parle de 2 exemples, il y en a tellement. D'accord. Mais c'est vraiment mettre les gens qu'ils aient le pouvoir pour faire les choses, leur dire oui tu peux, parce que moi j'ai demandé plusieurs fois à des élus départementaux, alors ça devient quoi ce que je mets dans le sac jaune, parce que je fais très attention. Ah bah écoutez, on peut pas vous expliquer exactement tout ça, donc je me dis bah il me raconte n'importe quoi, donc après vous voyez ce qu'on peut imaginer, je continue à le faire mais je doute, vous voyez. Ok, alors ce que je vous propose, attends Gilles, ce que je vous propose, il y avait une demande de parole de Monsieur Delpont. Vous avez à nouveau aussi levé la main. Christophe, je suis désolé parce que le temps tourne et j'aimerais aborder un dernier thème, et après on vous laissera. Alors très rapidement. Rapidement, je voudrais répondre sur ces 2 sujets, c'est-à-dire les déchets. Donc les déchets, on les maîtrise aujourd'hui, notamment le méthaniseur, c'est une gestion de déchets, et on sait faire de l'énergie avec les déchets. Et les déchets atomiques, on les maîtrise comment? Moi, je termine. Le gaz carbonique, je voulais parler du gaz carbonique. Aujourd'hui, on maîtrise le sujet. On peut faire de la capture de gaz carbonique avec l'hydrogène pour le transformer en carburant. C'est ce qui va être fait d'ailleurs à Saint-Pierre-d'Hérault. Il y a un projet que j'ai initié avec l'hydrogène, avec le président du département, Germinal Perrault, qui est en cours de se développer. Et je sais que l'entreprise Bouygues, que j'ai vu à Paris au salon Évolution, est en train de proposer un projet de récupération du gaz carbonique sur le méthaniseur de Saint-Pierre-d'Hérault. Donc on sait aujourd'hui capter ces énergies, enfin ces polluants. Et je terminerai là-dessus, il est important de dépolluer. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air, c'est 50 000 morts par an en France. 50 000 morts par an en France pour la qualité de l'air. Voilà. 3 mots. Attends, d'abord, Monsieur Prats. Oui, très rapidement, je suis désolé. Oui, alors tout ça très rapidement, parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Oui. Le GIEC le dit d'ailleurs. Donc vous avez bien compris que le réchauffement, je n'ai pas dit qu'il n'existait pas, j'ai dit qu'on pouvait douter, parce que l'histoire nous montre quand même que ça a été plus chaud que ça. À l'époque, il n'y avait pas d'industrie. Et deuxièmement, là où je doute plus fortement, est-ce qu'il est lié à l'activité humaine? Parce que certains parlent de tâches solaires ou d'autres choses, on n'est pas du tout sûr. On est en train de se lancer dans une voie, vous parliez tout à l'heure effectivement d'écologie, on parlait de voitures électriques, on va se lancer dans une voie économique exclusivement liée à cette je ne sais même pas comment définir, cette manipulation du CO2 due à l'homme, à l'activité humaine, qui va nous emmener, vous n'imaginez pas sans le maîtriser ça. C'est non mais attendez, l'industrialisation du 19e, les ressources qui ont été exploitées ne sont pas du tout responsables de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de dire en fait. Pas vraiment. D'accord, bon moi je suis pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. D'accord. Christophe, Vous avez parlé de l'amiante.
Et vous avez bien fait. Il y a un très beau projet en Que je soutiens. Bergeracois porté par le CERADER que nous accompagnons. Association, le CERADER, qui a dénoncé tout ce qui a été fait sur un procédé innovant d'élimination des déchets amiantés. Député, je soutiendrai ce projet. Et je le soutiens également. Oui. Je le soutiens depuis 5 ans. Et qui entre en phase d'industrialisation, je vais y arriver, et donc un projet important. Ensuite, sur l'écologie, il faut aussi se référer à des penseurs aussi, et moi je pense à Jean-Marc Jancovici qui développe vraiment des propositions très importantes. Et pour finir, les médecins, je préférerais qu'ils soient à Bergerac et qu'on n'ait pas besoin de prendre le train pour aller les parler voir. de la santé. Mais ça serait une bonne chose. On peut parler de la santé d'ailleurs. Alors, moi j'ai une question parce que je ne sais pas si je vais voter, je ne sais pas pour qui je vais voter, peut-être que je ne vais pas voter, je ne sais pas. Mais il y a deux sujets qui me paraissent importants sur le territoire, le Bergeracois. Première chose, c'est l'aéroport de Bergerac. Je suis assez dubitatif, voire scandalisé qu'on paye 20 € un aller-retour Bergerac-Porto et qu'on développe le low cost. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que vous soutiendrez l'activité de l'aéroport de Bergerac si vous êtes élu? Première chose. Deuxième question. Un projet qui est monté par la CAB et le département de parc en eau vive près du barrage stade en eau vive près du barrage de Bergerac qui à mon avis je rentre pas dans la discussion. J'aimerais savoir si ce projet vous le soutiendrez en tant que député, parce que là c'est quand même dans la circonscription. Je ne développe pas davantage, j'argumente pas, je vous laisse la parole sur ces deux projets, sur ces deux aspects. Développement de l'aéroport de Bergerac et le stade en eau vive. On va faire comme ça peut-être, ce sera plus simple. J'ai pas entendu le deuxième parce que je prenais des notes. Alors c'est un stade en eau vive c'est un projet qui se mettrait en place, qui a été lancé par la CAB, la communauté d'agglomération et le département, qui viserait à faire un espace de tourisme lié au canoë-kayak. Moi, de toute façon, je considère que l'État, les collectivités locales n'ont pas à subventionner des entreprises privées dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Donc, que ce soit pour l'aéroport, c'est des formes de subvention aussi aux compagnies low cost. Voilà. Après, sur le deuxième barrage, c'est pareil, c'est une forme de subvention où l'État il va mettre de l'argent. Pardon. Pour sortir le micro. Oui, excusez-nous. Donc, moi, je considère que l'État, les collectivités locales n'ont pas à subventionner. Ça ne change rien. Alors, on va faire juste. Tiens, Gilles, je vais le remettre 30 secondes, pardon. C'est bon. Donc là, c'est bon. Donc, je répète, je considère que l'État, les collectivités locales n'ont pas à subventionner les entreprises privées. Et c'est sûr que dans tout un tas de domaines, il y a déjà assez de quoi faire. Par exemple, des parcs aquatiques touristiques, ça existe déjà. On n'est pas obligé d'en remettre d'autres, quitte à raser des zones humides, quitte à raser des espaces naturels. Donc je connais pas le dossier, enfin le sujet en lui-même, mais c'est pareil pour là aux Arctiques de Lussac. C'est pas très loin d'ici quand même, et j'ai de la famille dans le Libournais. Aux Arctiques de Lussac, ils sont en train de prolonger la piste d'aéroport pour que le tourisme de luxe dans le Libournais se développe. Et donc il y aurait des avions 3000 jets par an qui arriveraient, et donc pour faire ça, on va prolonger la piste d'aéroport de 300 mètres de plus, 400 mètres de plus. C'est surréaliste, c'est délirant. Et en fait, tous ces projets-là, ils visent à faire encore plus de bénéfices, encore plus de business. Et je pense qu'il y a des projets beaucoup plus urgents, à commencer par dépenser des millions, des milliards dans les services publics, dans l'école, dans les hôpitaux. Il y a quand même un sacré bilan de fermeture de lits depuis 5 ans, mais aussi depuis la gauche, la droite, 30 ou 40 ans, les 100 000 lits supprimés. Donc moi je pense que l'argent public, il devrait aller aux services les plus utiles pour la population. Merci, Monsieur Catus. Alors oui, député, je soutiendrai l'aéroport départemental Bergerac-Romanière avec deux orientations. Bien entendu, faciliter le verdissement aussi du transport aérien. C'est un mouvement national, on a fait énormément de progrès là-dessus. Ça, c'est important. Oui, l'aéroport est un outil de développement économique et touristique extrêmement important pour les Bergeracois. Tout le monde le dit à Bergerac, et notamment les acteurs du tourisme. Voilà. Député, je défendrai aussi le projet de stade d'eau vive.
à condition que celui-ci respecte évidemment tous les critères environnementaux, et ça sera là aussi à l'État de pouvoir le dire, mais il faudra effectivement, c'est un critère important, respecter tous les critères environnementaux. Pour éviter un Bénac 2, c'est ça? Oui, alors Bénac, on pourra en reparler. On n'en parlera pas. Non, on n'aura pas le temps, monsieur Delpont. Alors, pour répondre à vos deux questions, je suis favorable au développement de l'aéroport, mais une fois décarboné, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la décarbonation des avions. On sait le faire. Justement, avant-hier, il y avait Bruno Dahan d'Aerospace Valley qui est à Bordeaux et à Toulouse. Ils sont très intéressés par le sujet. Ils veulent venir travailler sur Bergerac. Donc il y aura effectivement une évolution de l'aviation. Moi, je crois beaucoup justement à une aviation propre, intercité, qui permettra de faire voyager sur des courts courriers des avions. Et ce sera différent de ce qu'on fait aujourd'hui par rapport au long courrier. Ça, c'est possible pour Bergerac, et c'est important d'avoir 300 000 passagers, voire 400 000 à Bergerac, pour l'économie bergeracoise, pour le tourisme et pour les commerçants. Ensuite, pour le stade eau vive, je suis favorable à ce projet. J'étais d'ailleurs le jour de la présentation, et je pense que c'est un projet qui peut amener la jeunesse sportive à Bergerac, et c'est une clientèle qui peut rajeunir un peu la moyenne d'âge du tourisme bergeracois. Et c'est très lié d'ailleurs avec ce que je défends par ailleurs, avec les bateaux propres, comme Sea Bubble qui était aussi présent là, qui seront décarbonés et qui seront en complémentarité de la voie verte que nous avons le long de la Dordogne. Donc on artificialise des terrains? Non. Ah mais non, puisque là on prend de l'eau, on restitue de l'eau. On prend de l'eau, on restitue de l'eau avec le stade d'eau vive. D'accord. Pas... Madame Roux. Oui, donc moi je ne suis pas du tout pour ces projets. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, Okay. parce que de toute façon la population a besoin d'autre chose. Ah pardon, le micro. Pardon, je suis pas pour Pardon. ces projets. Donc Madame Roux, vous répétez, excusez-moi. Oui, donc je suis pour aucun de ces deux projets. Entre autres, parce que la population générale n'a pas besoin de ces deux projets. Nous, on pense que pour l'avion, il faut qu'il y ait, s'il y a un train qui fait le trajet en moins de 3 heures, le même trajet en moins de 3 heures, vous allez me dire depuis l'Angleterre, non, mais il y a un moyen quand même, il y a le tunnel sous la Manche, et on ne met pas l'avion à la place. Et quant aux nouvelles, méthodes, nouvelles industries, décarbonation, tous ces trucs-là, il faut d'abord attendre que ce soit mis en place peut-être, mais on n'est plus avec l'économie au service de l'humain, mais on est à l'humain au service de l'économie qui doit vite se dépêcher pour qu'il y en ait qui gagnent beaucoup d'argent. Donc ça me plaît pas. De même, le parc de tourisme, là, qui va, c'est sûr, artificialiser des terres, en plus utiliser de l'eau, etc. Donc ça, c'est pas possible. Ça se voit déjà en Périgord noir, où les paysans n'ont pas le droit d'arroser, un petit peu, parce qu'il faut mettre de l'eau dans la piscine de jeux, de machin, d'un parc de loisirs, par exemple. Donc pour moi, c'est pas possible, ces projets ici. Ce que je voulais dire aussi, excusez-moi, je parlais d'un autre truc, je parlais de l'hydrogène, puisque j'ai pas pu dire tout à l'heure. En fait, l'hydrogène produite par les méthodes que prône M. Delpont, il y aura moins d'énergie à la fin qu'au début du processus. Il faudra tellement d'énergie pour faire l'hydrolyse qu'à la fin, l'hydrogène qui restera, ce sera moins d'énergie que ce qui aura été utilisé dans le processus. En plus, actuellement, il y a des essais qui sont faits où on recouvre des terres, pas chez nous, parce que quand même, il vaut mieux aller au Maroc, par exemple, c'est quand même mieux, ils ne sont pas de la même couleur que nous. Donc on recouvre des terrains avec des panneaux photovoltaïques pour faire l'hydrolyse, et ensuite il faut aller chercher l'eau en dessous. Vous imaginez qu'il y a beaucoup d'eau là-bas, il y a une phréatique bien sûr au Maroc. Et ensuite on transportera cet hydrogène sous forme de NH4 qui traversera la Méditerranée dans des gros cargos qui consomment du gasoil, et c'est très dangereux parce que s'il y a le moindre pépin, cet NH4 dans la Méditerranée, je vous laisse, vous n'irez plus vous baigner sur les plages. Tout ça c'est faux. C'est pas faux, c'est tout à fait vrai. C'est une ineptie. Bon, ineptie, on va pas trancher. À vous. Oui, donc on avait dit tout à l'heure que j'étais d'extrême droite, et bien je vais vous prouver que pas forcément, puisque vous deux, il y a bien des choses que vous venez d'évoquer et auxquelles je souscris totalement. Donc vous voyez, je ne suis pas focalisé là-dessus du tout. Quant à l'aéroport, je pense qu'aujourd'hui à Bergerac, il est de taille suffisante. Les subventions, je pense qu'on n'a pas besoin d'en donner davantage. Je pense aussi que l'avion, on a parlé de pollution, je suis surpris, mais l'avion est extrêmement polluant, on n'a peut-être pas besoin de le développer à outrance. Et pour faire court, parce le temps nous est compté, sur le deuxième projet que je ne connaissais pas, de Bergerac, je ne suis pas expert, mais je pencherai plutôt pour la petite ironie que vous soulignez, c'est peut-être un Bénac 2. À voir. Il nous reste peu de temps, il est 15h30. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser le mot de la fin, les mots de la fin à chacun d'entre vous pour dire ce que vous souhaitez mettre en avant éventuellement. Enfin voilà, à vous la parole. Et on va peut-être
On va changer de sens cette fois-ci. Vous commencez. Donc le débat touche à sa fin, je vous remercie, puisque je trouve qu'on s'est bien respecté. Dans nombre de débats à l'Assemblée nationale ou à la télévision, c'est souvent conflictuel, on s'est écouté. Nos avis sont différents. Je pense, on a tout évoqué, pour conclure, qu'un phénomène majeur qui va nous régler, ou en tout cas nous rendre très difficilement compatibles, et pourtant c'est prioritaire, c'est l'écologie, vous l'avez dit, mais pas sous la manière dont c'est abordé. Madame Roux. Oui, donc pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que je regrette beaucoup que M. Catus se soit maintenu, parce que grâce à lui, peut-être que la gauche ne sera pas présente au deuxième tour, et c'est très grave, parce que les électeurs auront le choix entre Delpont, Muller, c'est-à-dire Macron, Le Pen. Donc ça, c'est quand même très très grave, et je vous remercie de faire ça. Les électeurs sont contents d'avoir toujours le même choix. Et en revanche, pour voter pour moi, c'est très simple. Vous avez un bulletin, il est de couleur violette, et dessus il y a un V, le V de voter, et nous aurons la victoire. Bien, Monsieur Delpont, à vous. Alors, comme je suis député sortant, je voudrais quand même dire qu'on a réglé des questions importantes comme l'emploi et le chômage dont on ne parle plus, ce qui veut dire que on a eu des succès et malheureusement dans les médias on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, et je voulais souligner cela. Par ailleurs, ce qu'on fera, on l'a évoqué, les mesures de pouvoir d'achat en matière de santé, avec également le Ségur de la santé, où on investira 20 milliards d'euros sur le sujet. J'ai travaillé d'ailleurs sur le regroupement de la clinique Pasteur et de l'hôpital de Bergerac. Ça fait 5 ans que je suis dessus, et c'est opérationnel, c'est effectif aujourd'hui, et le protocole d'accord est signé. Et par ailleurs, donc, bien évidemment, je travaillerai sur la transition écologique et énergétique, et je ferai la valorisation de ces travaux sur le Bergeracois, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des installations du futur à Bergerac, décarbonées et propres. Merci. Monsieur Catus. Vos propos sont contradictoires, puisque vous dites effectivement que je vais vous empêcher de gagner, mais vous dites que vous allez gagner. Donc vous voyez, c'est un peu contradictoire, madame. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la NUPS, en fait, ce n'est qu'il n'y a aucun militant écologique, aucun militant communiste, encore moins de socialistes. La NUPS, c'est les forces vives de la France insoumise. Mais oui, mais moi je l'ai pas sur le marché. Vous voulez dire nationalement ou localement? Mais en tout cas, moi, c'est ce que je constate localement. Donc voilà, moi je n'ai pas peur de la démocratie, les électeurs trancheront le premier tour, et voilà, je voudrais simplement dire que Sylvie Chevalier et moi, nous déployons une démarche sincère, une démarche avec conviction, et voilà, nous remporterons cette élection législative. Et si vous êtes élu, vous serez dans quel groupe? Alors justement, nous sommes 70 candidats indépendants au niveau national. Quand vous dites 70 candidats indépendants des socialistes dissidents. On est bien d'accord. Voilà. Donc j'espère bien qu'on sera au moins 15 élus, et donc on créera un groupe pour reconstruire vraiment la gauche qui ne sera pas soumise à Jean-Luc Mélenchon. Reconstruire la gauche, vaste programme, merci. Et enfin, à vous pour le mot de la fin, en fait. Moi, je me présente pour faire entendre la colère du monde du travail, et notamment tous ceux qui votent plus ou qui se disent tout ça va pas bien changer. Ils peuvent avoir plein de raisons d'être méfiants de ces élections, mais ça vaut le coup qu'ils votent pour un programme de lutte. Et quand même, dans le contexte actuel de l'inflation, dans le contexte actuel où le chômage aurait disparu d'après un représentant de Macron, moi je pense qu'il faudrait imposer la répartition du travail entre tous, parce qu'il n'y a pas de raison que les ouvriers bossent comme des dingues, les aides-soignants, les infirmières bossent comme des dingues, mais qu'en même temps, il y ait des millions de travailleurs qui soient privés d'emploi, les chômeurs. Donc moi, je pense qu'il faut imposer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire, et qu'on aille mettre notre nez dans les affaires des entreprises. Tout ça, c'est un programme de lutte, mais on peut le dire en votant pour ma candidature, on peut le dire en votant pour Lutte ouvrière. Bien, je vous remercie toutes et tous, et je vous donne rendez-vous, si vous êtes d'accord, pour le deuxième tour, on verra, à Canal Pourpre éventuellement, si vous avez le temps de venir pour le second tour, vous êtes cordialement invités. Merci à... Pour les deux premiers. Oui, ceux qui sont qualifiés. Si les candidats qui ne peuvent pas se maintenir veulent venir, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'a priori, plutôt pour les candidats qui vont se maintenir, qui seront au second tour. Qualifiés. Après, rien ne vous je vous en prie, merci. Et rien ne vous empêche de venir discuter, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses. Merci. Merci à vous.
люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа.